Nous accueillons maintenant François Sorel, qui est rédacteur en chef chez BFM TV. Merci François d'être avec nous, ravi de t'avoir. Salut David, Hello, ravi de te hello. retrouver. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Voilà, bon, tu es un habitué du CES et j'ai à peu près toujours les mêmes questions qui me taraudent. Finalement, ça a été une année assez forte, hein, de retour post-Covid, on va dire presque à un état normal. Alors du coup, je crois que vous y êtes allé plutôt en force, hein. Vous, avec ton équipe média cette année, c'était les grandes retrouvailles. Ouais, c'est vrai que on a mis les petits plats dans les grands, comme on dit, et c'est vrai qu'on a fait un CES un peu inédit avec une grosse équipe. On est parti à 10 cette année, Quand même. à la fois le staff technique, mais aussi les journalistes. On a eu l'occasion de pouvoir faire partir Frédéric Simotel, Anthony Morel, Melinda, Davon Soulas, etc. Donc, on avait tous nos spécialistes, et puis un gros dispositif avec toute l'équipe technique. C'était cool. Et en plus de ça, pour la première fois, on était partenaire média du CES. Et c'est sympa, en fait, quand on est partenaire média, ça nous ouvre des portes en termes d'organisation, d'équipement, qui font qu'on avait un studio encore plus beau. Donc voilà, chaque année, on met la barre un peu plus haute, et c'était très sympa. Donc vous avez battu le nombre de records de kilomètres avec une équipe pareille dans le CES. Ah ouais, En pas cumulé, ouais, ça doit être quelque chose. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, il faut, tu sais, pour nous, Mediatek, Tech Co, c'est sûr que le CES, c'est un peu notre Coupe du Monde, hein, comme je dis à chaque fois. Donc, il faut qu'on soit les plus, on va dire, les plus efficaces possibles. Ce qui nous permettait, tu vois, à la fois de faire nos émissions tous les matins, enfin, puisque c'était le matin, il y avait 9 heures de décalage. On enregistrait Tech Co avec un léger différé pour que ce soit diffusé le soir. Mais il y avait aussi, on a fait plein de reportages, j'ai fait De quoi je me mail, on a fait plein d'émissions. En tout, on a fait 10 heures d'émissions en 5 jours. On a fait une vingtaine de reportages. Enfin, Ouais, c'était très dense. vraiment ouais, très dense, mais passionnant. Ça s'est bien passé. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a marqué cette année par rapport aux autres éditions? Moi, voilà, on l'a vu hein, tout à l'heure avec Valérie, on a maintenant des voitures qui n'ont plus besoin de passagers pour se déplacer. On a maintenant un niveau d'assistance, d'aide. Est-ce que c'est l'IA qui commence à frapper à la porte de manière forte au CES? Est-ce que ça y est, c'est parti, cette nouvelle séquence? Écoute, moi parallèlement, alors évidemment, il y avait un peu d'IA, mais pas tant que ça, j'ai Pas tant que trouvé. ça. Ou alors peut-être on n'a pas bien farfouillé. Évidemment, il y avait des trucs un peu ou rigolos, ou comme on dit, opportuniste. Il y avait un vélo de ChatGPT, par exemple. Voilà, alors, tu te dis jusqu'où on va quoi, dans cette histoire-là. Après, l'IA, ça fait des années qu'elle est sous-jacente. Tu vois, ça fait des années qu'il y a de l'IA dans tous les produits tech. La télévision, par exemple, pour traiter une meilleure image, aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle depuis des années. Samsung fait ça très bien avec l'upscale, tu sais, entre le 1080p, la 4K et même la 8K. Donc, il faut savoir, à mon avis, faire le distinguo entre les annonces opportunistes dans l'IA, dans le CES, sur l'IA, parce que c'était quelque chose qui était indispensable, et puis la réalité, tu vois. Donc, moi, je me méfie toujours un peu. Mais j'ai pas vu de trucs vraiment révolutionnaires avec l'IA. Il y avait toujours ce petit appareil alors qui n'a pas été présenté pendant le CES, mais qui faisait son petit effet. Et tous les journalistes là-bas en parlaient. C'était le Rabbit. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Un petit Non, pas appareil du tout. voilà, qui a été conçu par des ingénieurs très malins en Californie, et qui fonctionne aujourd'hui en crowdfunding, et qui est un petit carré comme ça, tu vois, la taille je dirais, de quoi d'un petit téléphone. Voilà, un petit téléphone plié, tu sais, le Samsung pliant, le Z Flip, Ah, je vois bien. et avec un design un peu enfantin, un peu la Play School, et qui, lui, fait la part belle à l'intelligence artificielle, parce que, en fait, il intègre ChatGPT et enfin, plein de langages, de large language model. Et l'idée, c'est de pouvoir, euh, comment dire, grâce à la voix, piloter cet appareil pour qu'il fasse des actions à ta place que tu feras avec ton téléphone. Donc, il est connecté à ton téléphone, il va comprendre les applications, d'accord? Et par exemple, quand il a compris toutes les applications que tu as dans ton téléphone,
Avec la voix, tu vas pouvoir lui dire, bah, écoute, commande-moi un Uber pour, je ne sais pas moi, les Champs-Élysées, par exemple. Et automatiquement, il va aller se connecter sur l'appli Uber. Il va commander le Uber. Il va savoir où tu es. Donc, bien sûr, le Uber va venir te chercher à l'endroit où tu vas. Et il va t'amener à destination. Et l'idée, c'est de faire disparaître comment dirais-je, l'ergonomie tactile par une interface vocale. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Donc, c'est des Et signes de c'est, tendance, hein. oui, oui, oui. Et la particularité de cet objet, c'est qu'il était, il développe un nouveau large language model, c'est qu'il arrive à comprendre comment fonctionnent les applications sur un téléphone. Et ça, c'est assez intéressant. On voit aussi toute la puissance en fait de l'IA et tous les usages dont on pourra avoir, je pense, dans les mois qui viennent, quoi. Donc, la super commande, enfin, la super télécommande intelligente, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors bon, je pense que ça ne marchera pas parce que finalement, c'est un petit device mais qui pourrait être intégré dans un téléphone. Mais je Mm. trouvais l'usage, c'est toujours intéressant de voir des petites startups comme ça qui inventent de nouveaux chemins. Alors en général, elles n'en tirent même pas la gloire, hein. Enfin, la gloire à eux, c'est que pendant quelques jours, on a parlé d'eux, mais déjà, tu vois, le soufflet retombe. Mais ça va peut-être donner envie à un géant, à un Apple, un Samsung, etc., d'intégrer tout ça dans un téléphone, tu vois. Parce que ça pourrait très bien être une appli sur ton téléphone. Mais c'est assez intéressant. Ça reste le salon de l'innovation. Oui, bien sûr. Mais alors, le truc rigolo que je t'expliquais, c'est que ça n'a même pas été présenté au CES. Et moi, Ah, c'est ce que j'aime bien durant ce salon, c'est que parfois on parle de choses qui ne sont pas présentes au CES, mais qui font le buzz, tu vois. Et typiquement, il y avait le Vision Pro aussi. Apple n'était pas présent pendant le CES, mais tout le monde parlait du Vision Pro. Parce qu'évidemment, Apple a attendu le lancement du CES pour donner ses dates, si tu veux, de commercialisation en fait du Vision Pro. Donc tout ça est très très malin aussi. Donc tout le monde disait waouh, ça y est, le Vision Pro arrive, etc., etc. D'autant qu'il y avait toujours une petite interrogation sur la date de sortie, hein. Avant qu'on le sache, on imaginait que ça allait sortir soit en février, soit en mars. Il y avait même des rumeurs de report du lancement. Donc voilà, Apple a bien joué le coup. Et c'est vrai que Apple était un peu le fantôme de ce CES, même s'ils n'étaient pas présents. ils sont très forts. Ils arrivent à exister même sans être là. Eh bien, c'est fort quand même. C'est très fort. Ce serait Et, bien. et du coup, François, alors qu'est-ce qui t'a marqué un peu cette année par rapport aux autres éditions? Est-ce qu'il y a quand même quelques deux, trois grandes tendances qui se dégagent? Oui, oui, mais tu sais ce qui m'a marqué, moi? Je vais te dire, c'est pas quelque chose qu'il y avait dans le CES, c'est la sphère. Ah oui, la fameuse boule. Ah ouais, mais franchement, on a fait plein de reportages et tout, et je t'avoue que, alors évidemment, on est un peu hors sujet, mais c'est à Las Vegas, c'est hyper technologique, c'est tout nouveau, c'était le premier CES, et franchement, c'est un truc, moi, si je devais retenir quelque chose de ce CES 2024, C'est la c'est sphère. la sphère. Non, mais Alors, est-ce que vraiment, tu peux nous vraiment. rappeler ce que c'est que la sphère, du coup, pour Bah, ceux qui ne écoute, savent pas? imagine une immense demi-sphère, voilà, demi-bulle, qui fait des dizaines et des dizaines de mètres de haut et qui est recouverte de panneaux LED à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, tu vois. En fait, c'est une nouvelle salle de concert, de divertissement, mais qui est complètement révolutionnaire dans sa conception, parce qu'elle est ronde, tu vois, et tu vois des images et des vidéos, parce qu'en fait, la sphère peut retransmettre des vidéos et des photos sur son extérieur avec une qualité qui est incroyable. Tu vois, déjà la première claque, c'est quand tu atterris à Las Vegas, tu vois que ça, quoi. C'est un truc de dingue. Et je trouve que en termes de marketing, c'est très fort parce que évidemment, quel meilleur marketing que d'être au milieu de Las Vegas et tu vois, Bien sûr. de faire le buzz. Techniquement, c'est incroyable. C'est aussi à l'image de cette ville. Tout est gigantesque et démesuré, hein. Ça consomme, j'ose même pas le dire, enfin, des trucs incroyables. La puissance est 20 mégawatts, donc consommation, c'est 95 000 mégawatts par an. Ça représente 20 000 ménages. Voilà, imagine une ville de 20 000 habitants, ben, c'est la consommation de la sphère. Ça coûtait plus de 2 milliards de dollars. Enfin bon, bref, voilà, c'est un truc dingue. Et c'est aussi impressionnant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, tu rentres, j'ai eu l'occasion de pouvoir assister à une espèce de bande-annonce, enfin de documentaire qui met en place le système. Et c'est fou parce que tu rentres à l'intérieur et tu as
je sais pas moi, 180 degrés d'écran avec une définition folle où tu es immergé dans la nature, etc., etc. Donc c'est incroyable et c'est aussi une salle de concert parce que U2 est en train de s'y produire actuellement. Et en fait, les organisateurs de cet endroit espèrent que petit à petit, ça va devenir la salle de concert, tu vois, Voilà, qu'il faut aller visiter, quoi. là où il faut aller. C'est Donc, c'est intéressant. vraiment le truc. C'est vrai que c'est un peu hors sujet, mais c'est vraiment le truc qui a carrément cannibalisé un peu le CES. Enfin, pour moi, c'était incroyable, quoi. Et c'est un peu la synthèse de ce qu'on voyait dans les CES ces 10 dernières années, des expériences immersives de plus en plus folles, lumineuses, avec de l'audio, de la vidéo, etc. Enfin là, du coup, c'est un peu la quintessence de tout ça, le paroxysme, d'une certaine Oui, oui, oui. Et puis, c'est ce que je disais, la démesure de Las Vegas. Où est-ce qu'une sphère peut être ailleurs que Las Vegas? Je vois pas, tu vois. Tu pourrais pas faire un truc ici comme ça à Paris. Ça serait pas possible, tu vois. À un moment, ils avaient une espèce de projet de faire la même chose à Londres. Bah, le projet a été aborté parce que c'était pas possible. Ouais, on est encore dans la grande démesure, à l'image du Exactement. CES. Et il y a que là-bas que ça passe, tu vois. C'est fou. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui surprend, hein, moi, quand je l'ai fait en tant que visiteur, c'est le big. Enfin, voilà, c'est toujours, il y a pas tellement de limites. À chaque fois, il y a des trucs encore plus gros, plus importants, plus époustouflants qui arrivent. Mais pour le coup, c'est quand même aussi intéressant de voir que ça donne aussi une dimension nouvelle à la partie artistique, c'est-à-dire cette technologie. Parce que c'était pas toujours évident au CES de voir comment cette tech allait pouvoir aussi se mettre au service des artistes, de l'art, de la musique, etc. Donc ça va probablement aussi peut-être générer, on va dire, d'un point de vue artistique, un nouveau champ d'interaction entre les artistes et le public. Hein, ça va être Ah, c'est intéressant. sûr. Bah, typiquement, cet appareil, enfin, comment dirais-je, ce lieu, la sphère, en fait, ça remet, ça rabat les cartes de la production de contenu audiovisuel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a ST Micro, notre champion des puces européen, qui en fait est le fournisseur officiel des caméras de la sphère pour filmer dans cette résolution qui est hors norme. Parce que, évidemment, tu vois, là, c'est de la 16K, il faut des images qui soient quasiment à 360 degrés. Et ST Micro est le partenaire, en fait, de la sphère. Donc, c'est très Oui. intéressant. Et je vais bientôt les recevoir dans Tech Co, d'ailleurs, pour qu'ils nous expliquent comment est né ce partenariat. Ouais, donc des acteurs du monde de la puce électronique qui s'allient aux ceux du spectacle. Et C'est bien sûr. intéressant, c'est une évolution quand même. Et du coup, donc c'est une année qui t'a marqué ou pas finalement ce S Oui, par rapport aux autres? c'est pas sincèrement, hein, on se dit les choses. C'est pas pour moi le CES de la décennie, hein. Vraiment, on a vu des choses intéressantes, mais toujours assez incrémentales par rapport à l'année d'après, à l'année d'avant. Euh, il y a des choses quand même, beaucoup de robotique cette année, j'ai trouvé. Voilà, des startups françaises qui étaient peut-être en moindre nombre, mais plus efficaces et qui avaient des choses vraiment à raconter. Là, c'était vraiment la substantifique moelle, si tu veux, de la French Tech, hein. Il y en avait 150 à peu près. Business France qui était évidemment toujours présent, etc., etc. Moi, j'ai trouvé alors, c'était peut-être la réponse du berger à la bergère. Je te disais tout à l'heure qu'on parlait beaucoup du Vision Pro. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de plus en plus de lunettes connectées qui étaient présentées à ce CES. Et je pense que c'est une tendance qui va. On voit que les industriels s'intéressent à ça. Ils ne savent pas trop où ils vont. Et moi, j'adore ce moment où ça fourmille d'idées. On part dans tous les sens. On essaie La de troisième. trouver le device du futur. Et voilà. Et donc, il y avait notamment Essilor qui a présenté une paire de lunettes qui permet aux personnes qui ont des problèmes des problèmes auditifs eh bien, de pouvoir mieux entendre simplement avec une paire de lunettes. Donc, tu as une paire de lunettes qui est tout à fait normale, qui est très élégante et qui intègre des micros. Et si tu veux, la branche de la paire de lunettes est connectée, enfin, est collée à tes os, ce qui fait que ça va amplifier Ah oui, le son de ce qui se passe autour de toi. Alors, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'algorithmes aussi là-dedans, pour justement bien viser le son, etc. Mais si tu veux, c'est un moyen un peu élégant voilà, de pallier
soucis auditifs que nous aurons tous un jour, mon cher David. Eh Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Faut être Et, sage, ouais. et le truc, c'est que, alors ça remplace pas, c'est ce que dit Essilor, ça remplace pas encore on va dire, les aides auditives très, très perfectionnées. Mais un, ça coûte moins cher. Et deux, c'est, si tu veux, une première étape. C'est une étape, et puis se Voilà. habituer à l'idée. Bon, en tout cas, merci beaucoup François pour ton témoignage. C'est toujours un plaisir de t'avoir à cette occasion. Pareillement.